Bonjour à tous, je suis Emmanuel Boulanger, responsable fabrique du cadre de vie à l'agence d'urbanisme. Je suis ravi d'introduire ce webinaire pour partager de la connaissance sur les passoires thermiques résidentielles, ces logements qui consomment beaucoup trop d'énergie. Alors, il y a beaucoup de monde qui s'est inscrit, je ne sais pas si tout le monde participera vraiment ce matin, mais il y a une centaine d'inscrits sur des sphères professionnelles et territoriales assez diversifiées, ce qui montre un vrai appétit pour ce sujet. En effet, cette question des logements énergivores se trouve à l'intersection de multiples préoccupations des territoires. Une préoccupation sociale, et de résorber le mal logement et ses impacts négatifs sur la santé, tout d'abord. 12% des Isérois sont en précarité énergétique, c'est-à-dire qu'ils consacrent plus de 8% de leurs revenus à se chauffer. Euh, Quand ils sont mal isolés, les logements passoires se transforment aussi souvent en bouilloire lors des chaleurs estivales. Et depuis la loi climat résilience de 2021, le logement très énergivore est considéré comme un logement indécent, impropre à la location. Et d'ailleurs, la loi organise progressivement une interdiction de louer les passoires, notamment d'ici 2028 pour les plus énergivores. L'éradication des passoires thermiques, c'est aussi un objectif majeur au titre de la réduction de la consommation d'énergie fossile et pour limiter les gaz à effet de serre. La stratégie nationale bas carbone vise à ce que d'ici 2050, tout le parc résidentiel soit au niveau basse consommation, c'est-à-dire une étiquette énergétique A. Donc c'est à la fois les logements neufs, mais aussi les logements du parc ancien qu'il va falloir rénover pour améliorer leur performance. D'ici là, il y a une priorité affirmée au niveau national comme au niveau régional ou localement dans les plans climat territoriaux pour faire disparaître d'ici une dizaine d'années les logements les plus énergivores. Parce que comme ils consomment beaucoup, et notamment de l'énergie fossile, c'est un levier important pour réduire à la fois la précarité énergétique et les émissions de gaz à effet de serre. Ceci étant, on doit constater que malgré les politiques d'accompagnement de la rénovation thermique qui se développent au niveau national, par exemple à travers France Rénov ou au niveau local, le rythme régional des rénovations des passoires est pour le moment bien en deçà de l'objectif. On devrait éradiquer 180 000 logements catégorie E, F, G par an pour suivre notre trajectoire de réduction des passoires. Or, on n'en éradique actuellement que 31 000. Vous mesurez le gap. Il y a donc un vrai enjeu d'accélération de la rénovation thermique. Une autre question qu'il faut souligner, c'est que cette réduction des passoires, c'est aussi une condition de l'attractivité des territoires, l'attractivité résidentielle, condition de la réponse aux besoins au logement et aussi aux aspirations résidentielles. Personne n'a nettement envie d'aller habiter dans une passoire énergétique de façon choisie. Donc, sur un territoire qui présente de nombreux biens énergivores, s'ils ne sont pas rénovés, ils vont se déqualifier, les prix vont baisser, ils peuvent aussi devenir vacants, ce qui va réduire les capacités de se loger des nouveaux ménages. Avec la vacance, on touche d'ailleurs aussi à un dernier enjeu, c'est la question du bon usage du foncier. La loi climat résilience nous incite à mieux valoriser le parc d'habitat existant plutôt que de devoir artificialiser plus de sols pour construire de nouvelles opérations d'habitat. Alors pourquoi l'agence s'intéresse à la question des passoires? Alors vous le savez, l'agence accompagne les territoires dans leur stratégie d'habitat, dans les plans climat, dans les documents d'urbanisme, autant de cadres qui peuvent offrir des points d'appui, des leviers pour traiter des passoires. Et il faut constater que c'est un sujet qui concerne tous les territoires, on va bien le voir ce matin, et à des volumes élevés, de plusieurs centaines de passoires pour les petits EPCI à plusieurs milliers à l'échelle des grands territoires. Pour toutes ces raisons, il nous a semblé qu'il fallait développer la connaissance des passoires thermiques et contribuer à construire une sorte de mise initiale pour le compte de tous nos partenaires, soit en traitant des données existantes, soit en acquérant de nouvelles bases de données. Alors ce matin, nous allons vous présenter le contenu de deux publications de l'agence de 2025 qui éclairent ce sujet avec deux approches différentes. La première publication vise à faire le point sur l'état de la performance énergétique du parc de logements privés de l'aire grenobloise. Donc, elle répond à ce besoin d'avoir une première mise initiale territorialisée. Quel volume de logements passoires dans les territoires? Quelles caractéristiques? Cette publication valorise les données de la base de données nationale des bâtiments que l'agence a acquis auprès du CSTB en 2025. La seconde publication, elle aborde la question du marché immobilier des passoires. Beaucoup d'acteurs de l'immobilier, que ce soit des agents immobiliers ou des notaires, renvoient que la performance énergétique des biens devient un élément structurant des transactions sur le marché de l'immobilier ancien. Donc, on a mobilisé la base de données des transactions notariées, dite Perval, pour éclairer où on en est de l'achat et de la vente des passoires thermiques, qui achète, qui vend, quel impact sur les prix. Outre ces éléments de connaissance un peu général pour poser le cadre, nous allons faire des focus sur deux approches qui sont liées à des études que nous avons réalisées en 2024 et 2025 en lien avec nos partenaires sur ce sujet-là. Alors, le premier, c'est un retour d'expérience d'une démarche de repérage des passoires dans les centralités en lien avec l'établissement public foncier du Dauphiné.
On a identifié avec les données du CSTB des biens immobiliers sur les centres-bourgs du Grésivaudan qui pourraient potentiellement faire l'objet d'interventions foncières visant à favoriser leur requalification. Et le deuxième focus, c'est le retour d'une réflexion conduite avec la DREAL à l'échelle régionale sur la question de l'implication des banques auprès des copropriétés ou auprès des particuliers dans le financement de la rénovation thermique des passoires. En effet, si les fonds publics, ceux de l'ANA notamment, ou ceux des collectivités, sont nécessaires pour accompagner la rénovation thermique, la mobilisation des banques est aussi cruciale. Aujourd'hui, on estime que 2 tiers du financement de la rénovation thermique reste privé. Le besoin d'investissement dans la rénovation va exploser à l'avenir. Donc, il y a un rapport national pour préfigurer une banque de la rénovation. Il indique que l'ensemble des dépenses d'investissement dans l'habitat liées à la rénovation énergétique, mais aussi à l'adaptation climatique et au vieillissement, devrait atteindre 100 milliards par an en 2030. Voilà, je vous ai annoncé dans les grandes lignes le menu. Vous avez de notre matinée, vous avez le timing qui s'affiche. Avant de passer la parole à Annelise Curto pour vous présenter la première partie du webinaire, je vais préciser que le webinaire est enregistré. Il fera l'objet d'un replay qui sera disponible sur le site internet de l'agence. Je vous remercie d'éteindre les micros quand vous n'intervenez pas. Il y aura aussi, pas que des interventions très longues, mais des temps d'échange à la fin de chaque présentation, à peu près 10 minutes de présentation, 10 minutes d'échange pour que vous puissiez intervenir. Vous pouvez aussi noter vos questions dans le chat, dans l'onglet conversation et on les traitera en considération pendant les temps d'échange. Voilà, merci à tous pour votre attention. Donc je passe la parole à Annelise Curto pour le premier des temps d'échange et de présentation sur la quantification et la qualification des passoires. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais commencer par vous présenter dans les grandes lignes donc une publication récente de l'agence dédiée aux passoires. Pour commencer, peut-être un cadre de cette publication. Donc, c'est une publication qui porte uniquement sur le parc privé parce qu'on voit que les volumes de logements F et G sont plus réduits globalement dans le parc social, les bailleurs ayant davantage anticipé les travaux de rénovation des logements. Et à l'échelle du Sud-Isère, ça représente environ 3% des logements sociaux. Donc on voit que c'est vraiment une problématique qui se concentre sur le parc privé. On se concentre aussi à l'échelle de l'aire grenobloise, donc on prend en compte 11 EPCI qui sont les territoires d'intervention de l'agence, et ça permet d'avoir une vision sur des contextes territoriaux variés, on le verra dans la suite de la présentation. Et c'est une publication qui s'appuie sur la BDNB Expert, donc comme l'a rappelé Emmanuel, c'est des données produites par le CSTB, donc le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui ont été acquises par l'agence il y a un peu plus d'1 an, et qui présentent l'avantage de faire une simulation des DPE, sur la base des caractéristiques physiques connues des bâtiments, donc une simulation à l'échelle des bâtiments et des logements, qui permettent d'avoir une vision quasi exhaustive des performances énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre du parc de logements. Pour vous donner un ordre d'idée, on a à peu près 30% des logements qui disposent actuellement d'un DPE réel dans le Sud-Isère. Et avec la DPE, on a une vision, avec la BDNB, on a une vision sur un peu plus de 90% des logements, donc des DPE de 90% des logements. Donc ça permet d'avoir une vision assez large. C'est des données qui sont à prendre comme des estimations et pas comme des valeurs exactes, mais ça permet d'avoir déjà une première approche des enjeux de rénovation énergétique. Donc en petite précision, quand on parle de passoires, pour la suite de la présentation et la publication, on parle des biens qui obtiennent une étiquette F et G au diagnostic de performance énergétique. Donc maintenant qu'on a posé ce cadre, on peut se demander quel est le nombre de logements passoires sur l'aire grenobloise. Donc c'est à peu près 60 000 logements. Ça représente 17% des logements de l'aire grenobloise du parc privé. C'est un taux qui monte à 42% quand on intègre l'étiquette E. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'on a un peu plus de 20 000 logements qui sont étiquetés G et qui font déjà l'objet d'une potentielle interdiction de location en lien avec la loi climat et résilience, donc depuis le 1er janvier 2025. Une autre précision, c'est qu'on a une évolution des modes de calcul du DPE depuis le 1er janvier 2026 pour les logements chauffés à l'électricité. Donc c'est une modification qui concerne tous les DPE ou audits énergétiques qui sont édités à partir du 1er janvier 2026. Les DPE qui sont réalisés avant cette date restent valables, mais ils pourront être mis à jour le cas échéant. Et ça a des impacts assez significatifs sur le volume de passoires, pas parce que des travaux ont été réalisés, mais plutôt par effet mécanique. Donc à l'échelle nationale, on estime que c'est à peu près 850 000 logements qui pourraient sortir du statut de passoire. Et à l'échelle de l'aire grenobloise, on est venu regarder pour pour le présent webinaire, les impacts que ça avait, et c'est de l'ordre de 9 000 logements qui pourraient sortir de ce statut de passoire thermique, à cette échelle-là. Donc on a prévu de mettre à jour, la publication qui s'appuie là sur les données,
et le mode de calcul qui était en vigueur au moment de sa rédaction, donc en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025. On viendra mettre à jour, les volumes. Pour la suite de la présentation, on parlera plutôt en pourcentage, donc ça ne devrait pas faire évoluer, trop fortement les ordres de grandeur qui sont présentés. Mais voilà, c'est une petite précision qu'on voulait faire pour démarrer ces éléments sur les volumes de passoires. Si on s'intéresse maintenant à la localisation de ces passoires, vous avez une carte à droite qui présente, donc la localisation, le volume des passoires, à l'échelle de l'aire grenobloise et par commune. Donc plus le rond est gros, plus les volumes sont importants. Donc on voit qu'on a une concentration des volumes de passoires dans les territoires urbains et notamment sur la métropole de Grenoble. On a 40 des logements F et G de l'aire grenobloise qui sont situés sur la métropole. Et on voit aussi qu'à l'échelle des communes, on a des territoires, où cette part de passoires est plus élevée. C'est notamment le cas sur des territoires de montagne comme en Oisan, en Matésine ou en Chartreuse, où on voit que la part de logements FG apparaît en rouge, donc plus ça apparaît en rouge, plus la part est importante. Mais globalement, on voit que c'est une problématique qui concerne l'ensemble des territoires. Ce qui est intéressant à souligner sur ces territoires de montagne, c'est que, il y a un enjeu aussi vis-à-vis des logements étiquetés E, qui représentent une part importante. Par exemple, dans le Triel, ça monte à 48 de logements étiquetés EFG, 53 en Matésine. Donc on y reviendra dans la suite de la présentation, mais voilà, il y a un enjeu aussi, pas uniquement sur les logements FG, mais aussi sur les logements EFG. Donc maintenant qu'on s'est posé la question de combien de passoires et où, ces passoires sont localisées, on peut s'intéresser à leurs caractéristiques. Donc, l'objet de la publication, c'était de mieux connaître ces passoires à l'échelle de l'aire grenobloise premièrement. Donc si on fait un petit portrait robot des passoires dans l'aire grenobloise, on voit que c'est majoritairement des appartements, un peu plus d'une passoire sur 2, des logements majoritairement construits avant 1974, donc avant les premières réglementations thermiques. C'est à peu près 90 des passoires et des T3 ou T4, donc c'est à peu près 40 des passoires. Là, c'est à mettre en lien aussi avec les volumes, de T3 ou T4 dans le parc privé, toutes étiquettes confondues, qui sont plus importants. Après, donc là, c'est une vision globale de l'art grenobloise et dans la publication, on vient s'intéresser aux spécificités des différents EPCI. Et on voit par exemple que, excepté en Oisan, dans le massif du Vercors et sur la métropole, les passoires thermiques sont principalement des maisons. Donc ça peut aussi orienter les besoins en termes d'accompagnement. En termes de date de construction, on a des passoires qui sont majoritairement construites, avant 1945 dans les territoires ruraux, tandis que sur la métropole, de Grenoble, une passoire sur 2 a été construite sur la période 46-74, donc dans un contexte aussi de reconstruction, de besoins en logement importants. Et si on regarde les typologies un peu plus finement, on voit que, sur certains territoires, les petits logements passoires thermiques sont surreprésentés. C'est le cas notamment en Oisan, dans le massif du Vercors, donc là en lien avec, leur statut, touristique et dans la métropole avec, le fait que la métropole accueille beaucoup d'étudiants. Ça permet de dresser un petit panorama, des passoires thermiques sur le territoire et ensuite dans la publication, on est venu aussi, faire le lien avec des grands enjeux en termes de rénovation, donc selon, 3 angles différents. Donc premièrement, la vacance, donc on est venu croiser, les données de passoires, d'étiquette énergétique et de vacances et on voit que à l'échelle de l'aire grenobloise, on a 30 de logements vacants depuis plus de 2 ans qui sont des passoires. Donc ça peut révéler, une inadaptation de ces logements, des besoins de rénovation thermique. Ça peut permettre de mieux cerner les causes de cette vacance qui peuvent être diverses. Et on voit que c'est un constat qui est particulièrement marqué sur certains territoires, notamment les territoires ruraux, donc dans la Bièvre, dans le cœur de Chartreuse, on a plus de 40 des logements vacants depuis plus de 2 ans qui sont des passoires. Mais c'est un constat qui est plutôt à nuancer dans les territoires, plus tendus, donc notamment sur la métropole de Grenoble, dans le massif du Vercors ou, en Oisan, où, la localisation globalement prime sur l'état du bien et on voit que les passoires sur ces territoires ont plus tendance à être occupées. Un autre enjeu qu'on aborde dans la publication, c'est le lien avec, l'occupation. Donc là aussi en lien avec l'interdiction de location à venir, qui est déjà effective pour les logements G posée par la loi Climat et Résilience. Donc c'est à l'échelle de la grenobloise, c'est à peu près 30 des passoires qui sont occupées par un locataire. Donc c'est à peu près 16 000 logements qui pourraient sortir du parc locatif à horizon 2028, en l'absence de travaux. Donc ça souligne un enjeu pour les propriétaires bailleurs de rénover afin de limiter l'érosion de l'offre locative privée. C'est un enjeu qui est particulièrement marqué sur la métropole de Grenoble,
où on voit qu'on a 41 des logements, équipés F et G qui sont occupés par un locataire. Donc ça représente à peu près 10 000 logements. Mais c'est aussi un enjeu à souligner sur les territoires dans lesquels, on a une offre locative privée qui est, déjà, restreinte et qui pourrait se réduire encore davantage à l'avenir avec, l'interdiction de location, à venir. C'est par exemple le cas sur, Bièvre-Est ou, Cœur de Chartreuse, où on a 14 des, logements qui sont, aujourd'hui occupés par des locataires et parmi ces logements occupés par des locataires, on en a 30 qui sont, des passoires thermiques. Donc on voit que c'est une offre qui est déjà restreinte, qui pourrait se réduire encore davantage. Donc cet enjeu de rénovation, il porte sur la location longue durée, donc on vient de le voir, mais aussi sur la location courte durée, et sur le parc touristique. C'est un enjeu qui est particulièrement marqué dans les 5 massifs isérois, donc de Beldon, Chartreuse, Loizan, le Sud-Isère et le Vercors. On l'approche, par la réalisation de FIF depuis, 3 ans maintenant pour le département de l'Isère et Isère Attractivité. Donc on de FIF sur, les marchés d'immobilier touristique. Donc on vient repérer les logements touristiques, et regarder quelles sont les tendances de marché qui s'appliquent à ces logements. Et on a aussi un regard dans ces fiches sur, leur performance énergétique et on voit qu'au sein des massifs, isérois, on a 60 des logements touristiques qui sont potentiellement étiquetés E, F ou G. Donc ça souligne, un enjeu de rénovation qui est important pour, le parc résidentiel, classique, mais aussi pour ce parc, touristique et d'autant plus, depuis, la loi Lemeur du 19 avril 2024 qui soumet les meublés de tourisme au DPE et à compter de 2034, les meublés de tourisme devront respecter les mêmes règles, en termes d'étiquette énergétique que, le parc résidentiel. Donc, ils devront être classés entre A et D. Donc on a aussi une interdiction de location de ces logements, pour les étiquettes E, F et G, à venir. Donc quand on voit le volume que ça représente, on voit qu'il y a aussi un enjeu, de rénovation assez marqué. On peut intervenir au cours de la présentation? Et ben, il me reste une dernière slide et comme ça après on peut passer à un temps d'échange si ça vous va. Donc pour terminer, un dernier enjeu, qu'on a souligné en termes de rénovation. Donc là, il s'appuie plutôt sur le cadre dans lequel s'inscrivent ces passoires et notamment la copropriété. Donc, on voit que la copropriété, c'est un levier pour massifier la rénovation énergétique des logements parce qu'elle concerne un nombre important de logements passoires. À l'échelle de l'aire grenobloise, on a 34 des logements passoires qui relèvent d'une copropriété. C'est un enjeu qui est plus marqué sur les territoires urbains et touristiques. On voit qu'on a 55 des logements passoires qui sont situés dans des copropriétés, à l'échelle de la métropole. C'est à peu près 15 000 appartements. C'est 42 dans le massif du Vercors, 47 en Oisans. Donc on voit que ça représente un enjeu assez important, de rénovation et d'action sur ces passoires. Donc les copropriétés qui représentent un enjeu en tant que tel, en termes de rénovation, parce que le passage à l'acte, de rénover peut y être plus complexe parce que ça implique des décisions collectives, des coûts importants, un accompagnement adapté, un accès aux prêts, enfin des enjeux bien spécifiques, notamment en termes de financement. On y reviendra dans la dernière présentation sur le financement des copropriétés. Voilà, donc ça il y a un accompagnement aussi, c'est aussi tout l'ambition, du dispositif Murmure sur la métropole, mais on voit que les copropriétés sont un sujet à part entière dans cet enjeu de rénovation, des logements. Merci Yanis pour cette, présentation donc, du panorama un petit peu des passoires, thermiques résidentielles dans l'aire, grenobloise. Donc on ouvre un petit temps d'échange. Je vois qu'il y a déjà une question dans le Oui, chat, hein, concernant les données. Alors je ne sais pas si c'est la personne qui est intervenue à la fin là, mais non. concernant les données énoncées pour le cœur de Chartreuse, la personne demande si les chiffres concernent, l'ensemble du territoire, y compris les communes savoyardes. Alors je crois pouvoir répondre que plutôt non, dans la mesure où effectivement on acquiert ces données, hein, qui vous ont été présentées, c'est les données de la base de données du CSTB et on les acquiert pour l'ensemble de l'Isère, mais pas forcément pour les territoires, du coup des autres départements. Voilà, est-ce qu'il y a Oui, d'autres, j'avais oui, questions, d'autres réactions? oui, Pierre-Jean Velluet du département. J'avais, Mmh. 2 remarques. D'abord sur le propos introductif sur le parc public, je voulais relativiser un peu le propos. Certes, le parc public est, de, meilleure qualité. Effectivement, les bailleurs ont anticipé, les rénovations et
Globalement, c'est souvent le cas sur différents sujets. Pour autant, il y a un contexte qu'il faut différencier entre l'agglomération grenobloise et d'autres territoires, les territoires de montagne, les territoires, plus ruraux comme Bièvre-Isère ou, SMVIC. Sur lequel, il y a présence, de passoires thermiques dans des proportions qui sont, très supérieures. Sur les territoires de montagne, elles peuvent être même, alors si on intègre les E, majoritaires. Voilà, donc il faut quand même relativiser ce propos et différencier ce qui est, gamme, des autres territoires. Sur les logements touristiques, vous avez présenté, les impacts, global, des réformes du DPE. L'impact, sur les logements touristiques sera certainement plus important, pour plusieurs raisons. Les logements touristiques sont des petits logements. La réforme, de 2025, de 2024 même, impacte les logements de moins de 40 carrés. Ce sont des logements souvent en chauffage électrique et ce sont des logements en altitude et donc c'est les 3 points de modification du DPE. Donc on peut s'attendre à une forte baisse, des passoires énergétiques sur les logements touristiques. Mécanique, hein, pas liée à la consommation comme vous le disiez. Oui, très très bien. Merci, Pierre-Jean pour cette remarque. C'est vrai qu'après, on devra certainement actualiser nos données par rapport à cette réforme, hein, mais c'est prévu dans le courant de l'année, prochaine, enfin de l'année 2026 du coup, qu'on puisse faire ce travail. Peut-être une petite précision, là, les données qui sont affichées, elles prennent bien en compte la baisse de la surface, récente, donc dans l'évolution du mode de calcul. Ça prend juste pas en compte, l'évolution du mode de calcul sur le chauffage électrique. On a déjà une baisse qui est inclue, Et qui, l'altitude est qui prise sera en mise à compte? jour. Dans les données, du CSTB, oui, dans les simulations. Est-ce qu'il y a d'autres, questions ou points de réaction ou d'interrogation? Oui, allez-y, est-ce que Je vous suis pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je suis Gaël Bogoto, je travaille à l'ALEC, sur Murmure Copropriété et j'ai vu une statistique qui disait que sur, GAM, 50 des passoires étaient construites entre 1945 et 1975. Hem et nous, alors on regarde moins le DPE logement, on regarde plutôt le DPE collectif, mais ce qu'on constate sur les 45-75, c'est qu'en DPE collectif, en tout cas, on est plutôt, sur des classes, D et E en majorité. Et assez rarement en F ou G, même très, très rarement sur cette période Trente Glorieuses et voilà, je voulais c'est juste une remarque en fait et je j'arrive pas à j'ai du mal à expliquer, hem, pourquoi cette différence. C'est avec les DPE réels, c'est ça? Donc, Ce sont ou des DPE réels, ouais, collectifs, donc à l'immeuble. mmh, ouais. Oui, nous, là, c'est les DPE simulés à l'échelle du logement et oui, c'est vrai que sur la métropole, on est à 48 des OK, logements qui sont construits sur cette période-là. d'accord. Donc Alors c'est après, vrai c'est que peut-être le fait qu'il y en ait, situés au dernier étage au nord ou, mmh, au rez-de-chaussée. OK. Bien, merci pour votre question. Ça montre aussi que quand même dans ce domaine-là, on est un peu encore dans un mode exploratoire, hein. Alors d'abord, ça a été souligné, il y a des réformes permanentes en fait du mode de calcul, des DPE ou du calcul de ce qui est une passoire ou pas. Et d'autre part, effectivement, c'est vrai qu'il y a aussi ces DPE, collectifs, il y a les DPE réels, il y a les DPE, qui sont simulés, donc ceux qu'on a de la base, du CSTB, hein, donc même s'ils prennent aussi en compte les DPE réels qui sont faits. Donc il y a matière vraiment, rien que sur la question de la connaissance finalement et de la quantification, à avoir un travail, d'échange et c'est un peu pour ça aussi qu'on a voulu, ouvrir ce séminaire, hein. Donc après, bienvenue, si vous avez des propositions pour, tirer des fils ensemble avec l'ALEC effectivement sur ces différenciations, parce qu'on a besoin de mieux les connaître et de mieux les éclairer. Est-ce qu'il y a d'autres, questions? Sinon je vous propose qu'on passe à prochain petit temps d'échange, qui est un focus en fait, hein, sur le pré-repérage des passoires thermiques dans les ORT du Grésivaudan. Donc, là, il y a à la fois Annelise, qui peut présenter des éléments. Il y a aussi, on a demandé à nos partenaires qui étaient impliqués dans cette étude, de pouvoir, éventuellement dire quelques mots sur pourquoi et quel intérêt de leur point de vue, hein. Donc Marie-Line Cailleux, directrice de l'action foncière et du développement à l'EPFL et Lauriane Ferrière qui est chargée de mission en ORT, donc, dans le cadre du Grésivaudan.
Marilyn, Oui, je t'ai vous vu en ligne. Est-ce m'entendez? que tu souhaites intervenir sur un peu les objectifs que poursuivait le PFL sur ce repérage? Merci, bonjour à tout le monde. Effectivement, juste, sur cette, étude qui a été conduite avec, l'agence, l'idée c'était de pouvoir, alimenter, des idées de stratégie foncière pour faire, de la réhabilitation de logements dans un territoire où l'EPF venait juste d'arriver, hein, puisqu'on a commencé l'étude, le Grésivaudan venait juste d'adhérer à l'EPF et donc on cherchait à alimenter, des bonnes idées de choses pertinentes à faire en action foncière. Donc l'idée initiale, c'était de repérer du coup des biens, qui soient à la fois, faciles, enfin pas trop difficiles à acheter et qui aient une pertinence et bien sûr, du coup les passoires thermiques paraissaient, une entrée très pertinente. À la fois parce qu'elles vont sortir du marché, donc peut-être en termes de facilité d'achat, on pouvait se dire que c'était un gisement qui allait être plus facile à acquérir que d'autres, mais également parce que, c'est des logements vacants, parce qu'on a un effet sur, l'efficacité, énergétique. Enfin, il y a quand même un cumul d'enjeux qui étaient traités, grâce à cette entrée-là et du coup, l'objectif était par un tamis de données, complémentaires, alliant également, l'âge des propriétaires, la taille des copropriétés, les dates des dernières mutations, de pouvoir, se repérer sur chacune de ces ORT un nombre limité de biens qu'on pourrait étudier et discuter avec, les communes en termes de pertinence, pour aller à un achat. Sachant qu'on envisage même sur ces opérations-là de pouvoir, au sein de l'EPF, mener des travaux de réhabilitation sur ces biens. Et l'idée, c'était d'aller dans des endroits où le marché privé ne ferait pas lui-même, d'où ce choix des ORT et des petites villes de demain, où sur ces biens-là, il y a tellement de travaux à faire qu'on sait que le privé n'ira pas. Et il se trouve que, le fait d'avoir choisi ces territoires ORT fait qu'on avait également une autre entrée d'analyse qui était, l'entrée du diagnostic de l'OPARU, qui a un regard, qui est pas tout à fait le même, mais qui est complémentaire sur, le niveau de dégradation, de l'habitat. Et donc on en est à la phase actuellement où on a croisé ces 2 regards et où on échange avec les communes pour choisir le ou les biens qui mériteraient, une action. Peut-être que je vais laisser la parole à Lauriane du coup, ou à Annie pour présenter les résultats. Oui, je vais présenter, globalement la méthodologie, et le déroulé de l'étude et puis après je laisserai la parole à Lauriane pour, faire le point sur comment les communes se sont saisies de ce travail. Peut-être une petite précision, ce travail de repérage des passoires, il s'appuie là aussi sur les données du CSTB donc l'objectif c'était aussi de montrer qu'on pouvait avoir une approche, un peu du grand territoire à l'îlot, donc avoir une mobilisation différente, de ces données. Donc, on a eu une première étape de repérage et de caractérisation des logements passoires thermiques, au sein des opérations de revitalisation du territoire du Grésivaudan, donc, qui concerne 4 communes. On a eu, une réflexion à l'échelle des unités foncières, donc qui présentait un taux de bâti étiqueté EFG supérieur à 60 et on est venu regarder les caractéristiques, de ces unités foncières. Donc, savoir la part d'unités foncières en monopropriété, la part d'unités foncières en monopropriété appartenant à des personnes physiques, celles avec un taux de vacances de plus de 5 ans qui était supérieur à 60. Voilà, donc on a eu plusieurs, éléments de diagnostic et de caractérisation de ces unités foncières avec l'entrée passoire thermique, parce qu'on filtrait uniquement sur celles qui présentaient un taux de passoire thermique élevé. Et cette première étape, elle a permis, d'avoir de grands chiffres clés à l'échelle des communes et des ORT, et de produire un atlas cartographique, sur la base de différents critères. Donc là, on a mis un exemple, qui représente les différentes unités foncières, avec, le nombre de propriétaires. Donc, plus on est foncé, moins le nombre de propriétaires est important. Donc, comme ça, on identifie bien les monopropriétés. Donc c'était un peu un travail de diagnostic en amont avant de passer au pré-repérage des passoires, donc de cibler un peu plus finement les unités foncières, à potentiel. Donc c'était l'objet de la seconde phase de l'étude. Donc on est venu, faire
un croisement de différents indicateurs, avec l'objectif d'être dans une logique un peu d'entonnoir. Ce scoring, il permettait d'appliquer un premier filtre pour l'identification de secteurs à potentiel pour une intervention publique, en prenant en compte certains critères de faisabilité. Donc, on est venu s'intéresser, et prendre en compte comme critère le taux de bâti étiqueté E, F ou G, donc avec, notre premier critère qui était, cette entrée passoire thermique, le nombre et le type de propriétaire. Par exemple, si on était dans le cas d'une monopropriété, la note obtenue était plus importante. Le taux de vacances de plus de 5 ans, donc là, si le taux de vacances était important, la note était plus importante. L'occupation, l'année de la dernière transaction, en se disant que s'il y avait eu une transaction récente, ce serait plus complexe d'avoir une action publique sur cette unité foncière. Des éventuelles contraintes de propriété, donc par exemple des baux longue durée, des situations d'indivision, et le nombre de logements, donc, par connaissance du nombre de logements qui étaient concernés au sein de l'unité foncière. Donc ça permet d'avoir ce croisement d'indicateurs permet d'avoir une note globale, et plus la note obtenue est haute, plus le potentiel de l'UF est important. Donc là, vous avez un exemple de carte euh, qui, euh, qui permet de représenter le résultat de ce scoring. Donc plus l'UF est représenté en vert foncé, plus sa note est importante et plus son potentiel est élevé. Donc on a par exemple, un un bâtiment qui ressortait avec 7 logements qui étaient, à 100 identifiés comme étant des potentiels passoires thermiques. On avait 2 propriétaires physiques qui étaient 100 vacants depuis plus de 5 ans. Donc ça permet de cibler un peu les secteurs à potentiel, de les passer un peu au tamis, comme ça a été dit en introduction. Et ensuite, on est venu, faire, un croisement des informations des secteurs repérés avec, les informations du diagnostic d'OPRU. Donc là, vous avez aussi un exemple sur la droite d'une carte qui a été faite par Urbanis, donc qui est l'opérateur d'OPRU pour le Grésivaudan. On voit qu'il y a un dégradé de couleur, donc plus, on va vers le rouge, plus le bien est dégradé, et on est venu faire un croisement avec, les UF qui avaient été, représentés comme étant un potentiel par l'entrée passoire thermique. Et ça permet de définir une shortlist de bâtis à potentiel qui a ensuite été présentée aux communes, pour, les sonder sur leur intérêt à agir sur ces secteurs, à mener une action plus ciblée sur ces secteurs identifiés, en lien avec le PFL. Alors je vais laisser la parole à Lauriane maintenant pour faire un petit état des lieux de où est-ce qu'on en est maintenant vis-à-vis de ces secteurs repérés. Bonjour. Donc, sur les 4 communes, on a conservé, 3 communes, donc, Alvar, Villarbonneau et Pontcharra, donc on est allé rencontrer. Comme on le disait, donc, c'est des études qui ont été menées, par le PFLD, l'agence d'urbanisme, et c'est la communauté de communes qui porte, l'OPARU. Donc on est un petit peu sur une démarche descendante, à destination des communes. Donc il a fallu qu'elles s'approprient, ces études, et puis qu'elles s'approprient aussi, le fonctionnement de le PFLD, puisque comme on le disait, on est sur, une adhésion, assez récente. Donc forcément, en fonction de la maturité des communes, sur ce sujet, ben, on n'a pas, tout à fait la même réactivité. On a lancé par exemple depuis, septembre sur Alvar, bah, une étude sur le bâtiment que vous voyez en photo ici, donc le Grand Collet qui est, place de la Résistance, c'est la place vraiment centrale, d'Alvar. On est sur un bâtiment, qui est, vacant, en tout cas sur la partie logement. On a les rez-de-chaussée qui sont occupés, mais tout le reste, est vacant. Et par contre, voilà, sur les autres communes, donc Pontcharra et Villarbonneau, on est encore sur une réflexion qui sera temporisée là avec les élections, mais qu'on reprendra, dès le printemps, avec les nouveaux élus. L'avantage, c'est qu'on a pu donc hiérarchiser avec les communes, quand même des îlots, qui étaient, les plus importants, et on repartira de cette, hiérarchisation avec les nouveaux élus pour voir où est-ce qu'on peut, aller plus loin. Peut-être une dernière précision. Allez. C'est, que on réalise une étude similaire en ce moment, à l'échelle de la ville de Grenoble. Donc là aussi sur une demande de l'EPF. On est venu travailler avec une approche, par quartier pour caractériser les passoires. Parce qu'on voit qu'il y a certains quartiers qui concentrent les logements passoires. On a 5 quartiers qui concentrent les 2 tiers des logements EFJ de la commune, par exemple. On a fait un travail similaire de priorisation des unités foncières, donc toujours avec ce travail, et cette méthodologie du scoring. Là, le scoring a été co-construit avec le PFLD, la ville et la métropole. Donc on a pu affiner, les indicateurs qui étaient pris en compte pour, cibler ces biens. Globalement, on a pris les mêmes indicateurs
indicateurs que dans le Grésivaudan avec quelques petites nuances. Donc c'est une analyse qui porte toujours uniquement sur le parc privé. On cible les monopropriétés ou petites copropriétés avec, 4 propriétaires maximum. On n'avait pas mis ce filtre dans le Grésivaudan. On a pris en compte aussi une taille critique, avec un minimum de 5 logements, en disant que pour, des questions de faisabilité par la suite, il fallait avoir un nombre minimal de logements, qui s'y prêtaient plus au territoire de la ville de Grenoble. Et on a pris en compte uniquement les étiquettes F et G pour, le premier travail de scoring. Donc ça a permis d'identifier une vingtaine d'UF à potentiel qui doivent maintenant être priorisés et retravaillés par, la ville et la métropole pour savoir, quelles actions pourraient être menées sur ces secteurs au regard des politiques portées, des ambitions, des actions à venir. Voilà, donc c'est encore un travail en cours et heu, qui est une méthodologie aussi qui évolue, en fonction des territoires. Merci Annelise. Si, s'il y a quelqu'un qui souhaite, réagir pour Grenoble, donc sur cette dernière, intervention d'Annelise, par rapport, au «dépistage» entre guillemets des passoires sur Grenoble, voilà, bienvenue et puis sinon on ouvre un petit temps d'échange, voilà, sur cette logique un petit peu du repérage, préopérationnel, on va dire des passoires en tout cas, dans un premier temps avec des données en tout cas, sachant qu'il y a aussi bien entendu des analyses de terrain qui sont pratiquées par d'autres acteurs, hein, qui sont d'ailleurs, présents dans la salle. Donc si vous voulez aussi réagir, c'est bien entendu que c'est tout à fait bienvenu. Peut-être du coup, je me permets pour la ville de Grenoble, juste dire que, Alors Maya, c'est s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter? Merci oui, excusez-moi. d'intervenir. Du coup, Maya Ricada, chargée de mission habitat à la ville de Grenoble et du coup, à ce titre-là, j'ai suivi l'étude qui a été menée sur Grenoble et du coup, je dirais que maintenant il s'agit pour nous, service du coup d'analyser ces 20 unités foncières potentielles, et de croiser avec l'ensemble des acteurs pour voir du coup, quelle suite on peut donner et éventuellement, aussi pouvoir, réajuster la méthode, pour, faire ressortir, d'autres unités foncières en fonction des critères et de la réalité, du terrain qu'on aura découvert, voilà. Merci. Est-ce que sur ces approches, à des échelles, fines, il y a il y a d'autres, questions ou souhaits d'intervention? Donc, je vous propose qu'on passe à la question du marché des passoires immobilières. Donc là, c'est la deuxième approche, plutôt à partir des données notariées et je vais passer la parole à Mayuri Lupilay de l'agence qui va vous présenter cette deuxième publication. Bonjour à tous. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur la publication et mode de vie. Donc il s'agit d'une collection de l'Agence d'urbanisme de Grenoble avec une, publication par an, qu'on réalise depuis 2023 afin de mieux appréhender les comportements d'achat, des acquéreurs du fait divers. Donc pour cette publication, on s'appuie, essentiellement sur les données Perval qui sont acquises par l'agence. Donc, il s'agit d'une base des actes notariés qui recense les transactions, réalisées depuis 2006 et il s'agit d'une base qui est réputée exhaustive à 95 depuis, 2022. Jusqu'à présent, donc on a réalisé 2 publications qui portaient sur l'analyse de profil d'acquéreurs. Donc on a, analysé le comportement d'achat des jeunes de moins de 35 ans et des ouvriers et employés, du Sud-Isère que vous pouvez trouver sur le site de l'agence et cette année, la publication donc se concentre sur les transactions de passoires thermiques, à l'échelle du Sud-Isère. On s'est, essentiellement concentré sur les transactions qui ont été réalisées entre juillet 2021 et décembre 2024, pour se focaliser uniquement sur les transactions de passoires étiquetées F et G, selon la dernière réglementation DPE connue au moment de la publication. Un premier chiffre clé, 16 c'est la part des transactions de passoires en 3 ans et demi, dans le Sud-Isère, donc ce qui représente environ, 5 000 transactions et comme on a pu le voir tout à l'heure, en introduction, c'est une part qui est équivalente à celle des passoires au sein du parc privé. Donc ça signifie que le marché des passoires thermiques n'est ni absent ou boudé, ni particulièrement dynamique, mais ça reste quand même une proportion qui cache des différences selon les EPCI et donc là, à l'écran, vous voyez afficher une carte qui montre la proportion des passoires parmi les transactions de chaque EPCI du Sud-Isère
Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en proportion, on a des transactions de passoires qui sont surreprésentées dans les territoires de montagne et ayant, une présence de stations de sport d'hiver. Donc, on retrouve, 44 de passoires dans les transactions, du Trièves, 37 dans l'Oisans, 36 pour, le massif du Vercors. Et à l'inverse, les territoires les plus urbains voient une part plus faible en raison d'une offre immobilière qui est beaucoup plus diversifiée et donc la part des passoires dans ces territoires, plus urbains semble très faible. Pour autant, en volume, ce sont bien au sein de ces EPCI les plus urbaines qu'ont lieu la majorité des transactions, de passoires du sud-Isère, avec plus de la moitié des transactions qui ont été réalisées, au sein de la métropole grenobloise et le Grésivaudan uniquement. Donc juste ces 2 EPCI, ça représente environ, 2 500 transactions, au cours des 3 ans et demi, écoulés. Si on passe aux caractéristiques des passoires qui sont échangées, donc ici, on va s'intéresser aux biens hors station de ski qu'on abordera, un peu plus tard dans le déroulé. On a une répartition qui est plutôt équilibrée entre les appartements et maisons. Donc on a un peu plus de la moitié des transactions de passoires qui sont des appartements avec, une surface, moyenne de 45 carrés contre, 67, quand on n'est pas une passoire. Donc on voit que, sur les appartements passoires qui sont échangés sont significativement plus petits, même en dehors de stations de sport d'hiver. À l'inverse, les grands appartements passoires de type T5 et plus, qui représentent quand même, un peu plus d'un tiers du parc privé, semblent être un peu boudés par les acquéreurs de passoires qui semblent plutôt privilégier l'achat d'une maison, heu, pour une, grande surface. Et si on reste en termes de surface, il y a pas de réelle différence pour les transactions de maison. Qu'on soit une passoire ou non, on reste dans les mêmes ordres de grandeur, en termes de surface habitable ou de surface de terrain. Et là, vous voyez affiché, un petit schéma, avec en haut la répartition des passoires dans le parc de logement par période de construction et en bas, donc en violet, la même répartition par période de construction, mais pour les passoires et on fait quand même un constat qui est assez net, c'est que ce sont pas les passoires les plus présentes dans le parc de logement qui sont les plus échangées. On a, environ 90 des transactions qui datent, surtout qui concerne des logements qui datent, de l'après-guerre, avec tout de même plus de la moitié des passoires échangées qui datent d'avant, 1974 et donc les premières réglementations thermiques, ce qui est quand même à souligner. En ce qui concerne les prix médians des passoires, au global, à l'échelle du Sud-Isère, on retrouve, un écart d'environ 100 000 € entre les maisons passoires et le reste des maisons. Et un écart, de 50 000 € entre les appartements passoires et le reste des appartements. Donc on voit quand même qu'on a des écarts qui sont sensiblement différents, selon les EPCI, qui sont, concernés. Donc là, on vous affiche un petit graphique avec les écarts des prix médians entre les passoires et le reste des biens pour les maisons et pour les appartements en dehors des stations. Et par exemple, si on se met sur la droite, et qu'on regarde, les écarts de prix pour un appartement, on passe du simple au double dans le Grésivaudan, donc avec, moins 53 d'écart, et un écart qui semble un peu plus contenu dans la métropole avec, moins 33. Donc bien entendu, c'est pas uniquement la seule étiquette énergétique qui va expliquer, entièrement ces moins-values. Donc on l'a vu, on a des biens passoires qui sont anciens, qui peuvent être vétustes, mais on peut aussi avoir, on peut aussi être sur des appartements qui disposent de moins d'aménités que le reste des biens échangés, donc ce qui peut expliquer ces écarts de prix. Et plus globalement, donc là, on vous affiche, 2 cartes où on inclut aussi le marché au sein des stations de ski. On retrouve, des territoires ruraux qui affichent des prix moins élevés, que les territoires où le marché est déjà tendu, donc c'est sans grande surprise, que ce soit pour, les maisons ou les appartements. On a quand même certains territoires où on retrouve des prix qui restent très élevés, même quand on est sur des biens qui sont, qualifiés de passoires et c'est le cas, des maisons dans la métropole, dans le Grésivaudan ou, le massif du Vercors, mais également pour les appartements en station. On va retrouver des prix comparables au marché du neuf, avec des prix au mètre carré qui dépassent les 3 500 €. Et donc finalement, ce qu'on retient, c'est que la localisation du bien, semble bien primer, sur le prix médian et ce même pour des biens qui sont pénalisés sur le plan énergétique. Si on passe maintenant à l'analyse des vendeurs et des acquéreurs,
Tout d'abord, qui vend des passoires, dans le sud d'Isère? Là, on vous présente, un graphique, avec donc à l'extérieur la part des vendeurs de passoires selon leur classe d'âge et au centre, la classe d'âge du reste des vendeurs, donc ceux qui achètent, enfin qui vendent des biens hors passoire. Et là, encore une fois, un constat qui est assez net, les vendeurs de passoires sont significativement plus âgés que pour le reste des biens. Donc on retrouve 55 des vendeurs de passoires qui sont âgés de plus de 65 ans, ce qu'on voit en rose, contre 34 quand il ne s'agit pas de passoires. Et on a cette part s'élève à 80 si on devait ajouter, les vendeurs de plus de 50 ans. Donc si on prenait en compte, ce qu'on a dans le graphique en vert et en rose. Donc c'est vraiment une spécificité du marché des passoires, dans le Finistère, et donc ça soulève la question de la remise, sur le marché de nombreux logements passoires dans les années à venir et des besoins en réhabilitation de tous ces biens, notamment dans un contexte de vieillissement accru de la population, dans le sud d'Isère. Et maintenant, qui achète, ces biens passoires? En termes d'âge, il n'y a pas vraiment de grande différence. Les jeunes acheteurs sont présents dans les mêmes proportions que le reste du marché. On a des passoires qui attirent, en revanche davantage d'acquéreurs externes, donc qui viennent, d'au-delà de l'EPCI concerné et qui payent en moyenne, des prix plus élevés que les locaux. Et en ce qui concerne les CSP, donc là, on vous affiche, le même type de graphique que tout à l'heure, avec à l'extérieur la part des acquéreurs de passoires selon leur CSP et au centre le reste des acquéreurs. Ce qu'on peut voir, c'est que les acquéreurs attirent davantage, d'artisans et d'ouvriers, donc ce qu'on voit en jaune et en orange. À eux 2, ils représentent, près d'un quart des acquéreurs et donc ce qu'on se dit, c'est que pour certains, ils mettent à profit, leurs compétences en rénovation, en acquérant justement, ces passoires-là. Et à l'inverse, on voit que les passoires attirent un peu moins les retraités, donc ce qu'on voit en marron et les cadres, qu'on voit en rose, qui, du coup, ont davantage de pouvoir d'achat et vont plus facilement se tourner vers d'autres types de biens et pas forcément des passoires. Et on a une dernière slide avec un focus, sur les stations de sport d'hiver du sud d'Isère. Donc, un chiffre clé qui est important, c'est 40 c'est la part de transactions qui sont réalisées au sein des stations et qui sont des passoires. Donc à noter que donc on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, au-delà de 800 mètres d'altitude, on a les seuils des étiquettes DPE E, F et G qui ont été revus à la hausse et donc un peu moins pénalisé que si le bien était en dessous de 800 mètres d'altitude et malgré ça, on reste sur une part qui est, vraiment, importante, une proportion importante. On a environ 2 logements sur 5 qui sont, des passoires et cette proportion varie selon les stations et c'est ce qu'on peut voir là sur le graphique qui s'affiche. Donc entre juillet 2021 et décembre 2024, on a plusieurs stations pour lesquelles, au moins une transaction sur 2 était une passoire et donc c'est le cas de Praboutel dans le Grésivaudan, Gressans-Vercors dans le Trièves et Orisson-Oisans, Le Fresnay-d'Oisans, Villars-Recula par exemple dans l'Oisans. Et en ce qui concerne les caractéristiques de ces biens passoires, échangés en station, ce sont avant tout des appartements de très petite taille, donc on l'a évoqué tout à l'heure, on est à 54 d'appartements de type T1 contre 44 seulement pour, le reste de biens hors passoire. On va retrouver davantage d'acquéreurs externes, donc on a plus de la moitié des acquéreurs qui proviennent d'en dehors de l'Isère et qui acquièrent des passoires à des prix bien plus élevés que les locaux. Et donc, voilà, ça souligne le fait que, la réhabilitation des passoires en station reste un réel sujet à ne pas négliger et en particulier dans le sud Isère où, on est quand même bien doté, en station. Voilà tout pour cette publication. Merci beaucoup Mayuri pour ces éléments donc sur le marché immobilier des passoires, sur le marché de l'ancien. Donc on peut prendre quelques questions ou réactions s'il y en a dans la salle par rapport aux éléments qui ont été présentés. Alors il y a une demande d'intervention. Philippine? Oui, bonjour Philippine Lavoyette, je suis chargée de mission observation à la métropole et j'ai une question. Je vous savez qu'on aime beaucoup se comparer. Est-ce que vous parliez un peu d'une logique de cycle de ces biens qui sont possédés par des gens
qui voilà, arrivent à un âge où ils les vendent et vous évoquiez le fait que cette remise sur le marché de biens, pouvait être, accentuée avec le vieillissement de la population. Est-ce qu'il y a d'autres territoires, notamment plus tendus, où ce cycle est déjà plus avancé? Ou bien est-ce que vous avez des préconisations pour mieux anticiper, côté politique publique, avec le vieillissement de la population, pour l'accueil de ces sur le marché de ces biens-là? Ah ben, merci pour ta question, Philippine. Alors, je ne crois pas qu'on se soit encore comparé vraiment sur ces données Mmh. à d'autres territoires, mais effectivement, ça pourrait être intéressant. Et après, sur la question du vieillissement et tous ses effets sur la chaîne résidentielle, sur les biens, etc., c'est vrai que là, il y a un travail peut-être un peu prospectif à faire, hein. Donc, nous, on sait qu'à l'agence, c'est une question qui va bientôt interroger pas mal des territoires. C'est vrai qu'on peut construire un petit peu une espèce de prospective sur ces sujets pour, alors, d'abord, il y a des projections, hein, quand même, aussi de population. On a fait un travail sur les projections de population et le lien avec l'habitat. Donc, je pense qu'on va continuer ce travail, effectivement, à l'aune du vieillissement. En quoi ça change, la population des territoires, le besoin en logement, et cette question du marché immobilier, la façon dont il va être impacté, c'est aussi un des sujets qu'on peut aborder, bien entendu. Voilà, là, il y a l'EPORA, par exemple, qui va nous poser des questions sur cette question du vieillissement, à l'échelle de son territoire. Donc ça va nous amener à nous pencher davantage sur ce sujet-là. Et c'est vrai que le vieillissement, du parc et le vieillissement de la population, ça peut créer des effets peut-être, enfin, c'est une hypothèse à débattre, hein, mais de changement de paramètres par rapport au marché. On a eu un marché immobilier quand même très haussier toutes ces dernières, décennies. Est-ce qu'à un moment donné, le fait qu'il y a moins de demandes de nouveaux ménages, de jeunes ménages, puisque le vieillissement, c'est à la fois plus de seniors, mais aussi moins de jeunes, et plus de biens, effectivement, qui ne sont pas requalifiés, ça amènerait pas à des phénomènes, vraiment de détente du marché? En tout cas, c'est un questionnement qu'on peut avoir, notamment sur certains territoires. Je vous propose qu'on passe donc, au deuxième focus, on va retrouver Annelise, Curtot, donc, sur des questions qui sont, très importantes, sur les politiques de rénovation, qui sont le financement de la rénovation. Et donc, notamment, on va vous présenter les avancées d'une réflexion qu'on conduit avec l'Adréal et les autres agences d'urbanisme à l'échelle, régionale, sur, le financement par le secteur bancaire de la rénovation des logements. Oui, donc je vais vous présenter, une synthèse, donc on restera sur des éléments assez synthétiques. On s'est fixé, une dizaine de minutes, donc heu, ce sera les grands éléments, mais l'objectif, c'est de valoriser un peu plus en détail, cette étude en 2026, mais j'y reviendrai par la suite. Donc c'est, une étude qui a été, initiée en 2022, par l'ADEME pour, appréhender les impacts de l'interdiction de location des passoires, posée par la loi Climat et Résilience, donc qui mobilisait les 4 agences d'urbanisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec, l'objectif initial dans cette étude en 2022 qui était d'effectuer un travail de repérage des passoires via, la création d'un web SIG. J'y reviendrai là aussi, à la à la fin de la présentation, et la mise en place de scènes d'échange, sur, les impacts de cette interdiction de location. Cette étude, elle a été, reprise, enfin les réflexions ont été reprises par l'Adréal en 2024, sur 3 volets. Donc il y avait, 3 volets attendus par l'Adréal. D'une part, une actualisation de la base de données et du web SIG, une réflexion sur les actions mobilisables pour la rénovation des passoires et un volet spécifique, sur le secteur bancaire et le financement de la rénovation énergétique. Donc là, c'est ce volet-là qu'on a choisi de vous présenter un peu plus, en détail ce matin. Et c'est une réflexion qui s'est poursuivie en 2025, qui avait, initialement pour objectif de permettre un dialogue avec les acteurs bancaires sur la façon dont s'opère la mobilisation du secteur dans la rénovation énergétique, pouvoir échanger sur les freins, les leviers, de leur point de vue, en vue d'une meilleure solvabilisation des ménages. Donc, comme je vous le disais, cette étude, elle a continué en 2025 avec, des approfondissements sur, certains points et notamment sur le financement des travaux en copropriété. Donc là aussi, c'est une étude, qui vient d'être, finalisée, donc on va pas, présenter les grands éléments des réflexions de 2025, plutôt les éléments de 2024, mais là aussi ce sera valorisé, dans le courant de cette année.
Donc, si on revient sur la méthodologie de l'étude, ça s'est appuyé en grande partie sur la réalisation d'entretiens avec des acteurs bancaires, mais plus largement avec des acteurs du financement de la rénovation énergétique. Donc au total, on a une vingtaine d'entretiens qui ont été réalisés et qui ont permis de réfléchir et d'identifier des éléments de stratégie des banques sur le sujet de la rénovation énergétique, d'aborder la question du financement des travaux, d'évoquer les freins et leviers. C'est, sur ces points-là que je reviendrai plus en détail, sur les freins et leviers qui ont été, identifiés par les acteurs, rencontrés. Pour commencer sur le positionnement des acteurs bancaires, on voit que les banques jouent un rôle central dans le financement de la rénovation énergétique. D'une part parce qu'elles proposent et déploient les dispositifs qui sont mis en place par les pouvoirs publics comme l'éco-PTZ, l'éco-PTZ propriété, le prêt avance rénovation. Et elles ont aussi un rôle de sensibilisation, d'information de leurs clients sur les enjeux de rénovation énergétique. Elles peuvent aussi, dans certains cas, les mettre en lien avec les acteurs de la rénovation. Donc il y a un rôle central de ces acteurs. Ce qui a été évoqué dans les entretiens, c'est que cette question de l'efficacité énergétique des logements relève aussi d'une question de gestion du risque pour ces établissements de crédit. D'une part, avec un objectif, de réduction du risque d'impayé, notamment en cas de renchérissement des coûts de l'énergie. Donc là, s'assurer que les ménages, qui ont un crédit puissent rembourser leur crédit, donc c'est une question de solvabilité des ménages. Et d'autre part, d'éviter la perte de valeur des logements passoires thermiques sur lesquels s'appuient les prêts immobiliers octroyés, donc notamment en cas de cautionnement. Donc là, ça fait bien le lien avec la valeur verte qui a été évoquée, précédemment par Mayuri. Et plus globalement, il y a un enjeu de verdissement des portefeuilles de crédit immobilier. Il y a des pressions en ce sens de la part de la Banque centrale européenne, des engagements volontaires de certains acteurs bancaires qui se structurent pour ce verdissement de leur portefeuille. Et on voit que c'est un enjeu qui est important parce que les crédits immobiliers représentent environ 1,3 milliard sur les 1,5 milliard d'encours des banques aux particuliers. Donc cet enjeu de verdissement, il est bien, les banques s'en saisissent bien et il y a un gros volume et un gros enjeu sur ce point-là. Donc concernant le mobilisation et le positionnement des acteurs bancaires, ce qui a été, rappelé à plusieurs reprises et ce qui est unanime, c'est que l'acquisition, elle représente un moment clé pour accompagner les ménages dans leur projet de rénovation énergétique. Là, par contre, on a un positionnement qui varie suivant les banques. Elles peuvent avoir des approches, plus ou moins incitatives, plus ou moins coercitives. Donc quand on parle d'incitative, ça peut être du volet incitatif, ça peut être la mise en place par certaines banques de prêts bonifiés, en cas de travaux sur un bien peu performant. C'est par exemple le cas du Crédit Mutuel, de la Banque Postale, de la Caisse d'épargne. En tout cas, au moment où on a fait les entretiens, c'était ces banques-là qui nous ont mentionné ces prêts bonifiés. Mais d'autres banques, choisissent d'avoir une approche plus coercitive. Donc, par exemple, avec des refus de prêt en cas d'acquisition d'une passoire sans projet de travaux. C'était effectif au moment où on a fait les entretiens pour la banque en ligne Fortuneo. La Banque populaire aussi, le mettait en place pour les propriétaires bailleurs. Donc on voit qu'il y a un volet coercitif qui était bien mis en place par ces acteurs. Il y avait des prêts avec malus aussi qui étaient, donc le pendant du prêt bonifié, qui était en réflexion ou déjà effectif dans certaines banques. Donc on voit que chaque banque a sa stratégie, sur cette question du financement de la rénovation et elle se met en place progressivement et au-delà du moment de l'acquisition, on voit que les banques développent des approches, plus ou moins proactives, vis-à-vis de ce financement de la rénovation énergétique avec certains acteurs bancaires qui, vont jusqu'à cibler des ménages, et les démarcher, des ménages propriétaires de logements passoires, pour, les accompagner dans la réalisation de travaux. C'était, notamment le cas de la Caisse d'épargne qui avait un parcours client assez détaillé, pour, identifier, des ménages propriétaires de passoires et les accompagner, la vers la mise en œuvre de travaux par, la mise en lien avec les acteurs, voilà une démarche assez proactive de ces acteurs, et globalement, tous les acteurs rencontrés, affirmaient qu'ils réfléchissaient au développement d'un positionnement plus actif. Après ça nécessite aussi des moyens, une mobilisation en interne, pour aller chercher, les ménages, propriétaires de passoires. Donc, globalement, à ce stade, quand on a rencontré les acteurs bancaires, tous avaient à minima des simulateurs en réflexion ou déjà effectifs pour, sensibiliser les ménages, estimer les travaux. Donc, voilà, c'était des réflexions dont les dont ils s'étaient bien saisis, mais, sur lesquelles certains allaient, un peu plus loin. Donc on le voit sur le petit graphique, en dessous. Donc là aussi qu'on a fait au moment des entretiens, donc, à fin 2024.
Et sur la question du financement, on voit qu'on a différentes sources de financement mobilisables pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique, donc des aides publiques, des dispositifs locaux qui ont un effet levier important pour la réalisation de travaux de rénovation. Après, il y a 2 points, qui peuvent rester bloquants, qui sont régulièrement mentionnés, qui sont le financement du reste à charge qui reste élevé, qui peut rester élevé notamment pour les ménages, aux revenus modestes et très modestes et la question du préfinancement des aides. Donc, pour aider dans au financement de ce reste à charge et préfinancer les aides, on a différents types de prêts qui peuvent être mobilisés. Ça peut être des prêts communs à tous les acteurs bancaires, comme, l'exemple de l'éco-PTZ, ou des prêts proposés par certains établissements bancaires, comme, le prêt collectif, qui est proposé par un nombre assez restreint encore actuellement d'acteurs bancaires. Donc prêt collectif à destination des copropriétés. Je rentrerai peut-être pas dans le détail des financements parce qu'on l'a bien vu l'année dernière aussi, c'est, quelque chose qui évolue très vite, qui, qui change assez rapidement. Donc, je vais plutôt, faire un focus sur la slide suivante, sur les leviers et les freins qui ont été identifiés par les acteurs et qui restent encore d'actualité, qui ont été mis à jour, dans l'étude, de 2025. Et un dernier point sur la question du financement qui est, celui des travaux en copropriété. Donc, je l'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure dans la présentation de la publication, mais des copropriétés qui représentent un enjeu, à part entière, parce qu'il y a plusieurs défis, quand on se lance dans, la rénovation, en copropriété avec la prise de décision collective, les coûts qui sont élevés, la question des financements, l'accès aux prêts. Donc, on voit qu'on a des acteurs qui se structurent, on a des nouveaux outils qui apparaissent aussi avec le prêt collectif à adhésion automatique qui a été créé par la loi, Habitat dégradé du 9 avril 2024, dont les acteurs commencent à se saisir. Il y a pas mal d'éléments qui bougent sur ce volet-là. Ça pourrait aussi faire l'objet d'un débat à la suite de la présentation, mais voilà, donc c'était l'objet de l'approfondissement de l'étude en 2025, donc ça vient tout juste d'être présenté à l'Adréal, donc je ne vais pas, rentrer dans le détail, de ce volet-là, mais l'objectif, c'est de valoriser ces travaux, et ces réflexions sur le financement des travaux en copropriété, en lien avec l'Adréal et les 3 autres agences d'urbanisme de la région, dans le courant de l'année, donc là sur 2026. Donc si je reviens sur, les freins et leviers à mobiliser pour, faciliter le financement de la rénovation qui nous ont été, mentionnés par les acteurs rencontrés, on en a 4 grands leviers. Donc le premier qui est la définition d'une culture commune, qui est un enjeu qui reste, d'actualité, actuellement, qui a été rementionné dans les échanges de cette année. Parce qu'on voit qu'on a un écosystème qui s'organise, qui s'outille actuellement. On a des acteurs qui se forment, des syndics qui se structurent. Mais il y a toujours un manque de clarté, et de lisibilité des aides qui est évoqué, une multiplicité d'acteurs qui perdure et qui peut, participer à rendre le message moins lisible. On a aussi des acteurs qui restent encore difficiles à toucher ou qui seraient à former davantage, comme les agences immobilières ou les notaires. Donc, cet enjeu de culture commune, reste d'actualité. On a mentionné aussi un dynamisme qui varie fortement d'un territoire à un autre et un enjeu à fluidifier les partenariats et les échanges entre les acteurs locaux. Donc là, c'est des points qui ont été aussi remontés, à l'Adréal, qui joue aussi un rôle d'animation et de mise en réseau de tous ces acteurs, autour de la rénovation énergétique. Et on voit rien que d'une année à l'autre que les acteurs et les dynamismes en termes de formation, de structuration évoluent très rapidement. Heu, on a un deuxième levier qui est, d'accompagner le préfinancement des aides. Donc l'avance des aides qui était là aussi un sujet qui a été creusé dans l'étude en 2025. Et ce qui était ciblé, quand on a échangé avec les acteurs bancaires, c'était l'enjeu de poursuivre le développement d'offres, spécifiques au sein des banques pour le préfinancement des aides. On nous avait mentionné l'exemple du préfinancement des aides, rénovation mis en place, en juin 2024 par le Crédit Mutuel, qui était une avance sur MaPrimeRénov', donc faite par le Crédit Mutuel, jusqu'à 65 000 € d'avance d'aide à taux zéro. Et ensuite, c'était le Crédit Mutuel qui percevait, les aides de l'ANA. Donc voilà, le développement de ce type d'offre, qui a été souligné par les acteurs. Le fait aussi de permettre le positionnement des artisans, des entreprises RGE en tant que mandataires a été évoqué, ce qui n'est pas aujourd'hui, toujours aisé, et qui est pas encore aujourd'hui pas toujours aisé.
Le troisième levier était le fait de mobiliser, les artisans, donc de structurer une offre de service dans le parcours client, de développer des offres de formation à leur destination, de faire évoluer aussi le label RGE. Ça a été évoqué en 2024, mais aussi en 2025, avec un label qui présente aujourd'hui des limites et des contraintes et des entreprises qui parfois peuvent, s'en détacher parce que ce label est trop contraignant. Donc, un enjeu autour de la mobilisation des artisans qui a été évoqué, par les acteurs rencontrés. Et un dernier point qui est, le fait d'avoir une meilleure connaissance des DPE, notamment après travaux. Donc on l'a évoqué au tout début de la présentation que les banques, ont un enjeu de verdissement de leur, portefeuille immobilier et pour cela, elles s'appuient sur les DPE pour piloter, la décarbonation de leur portefeuille. Mais elles nous ont souligné plusieurs freins actuellement à prendre en compte. D'une part, la connaissance de ces DPE, avant 2021 puisque les DPE sont obligatoires à la vente depuis 2021. Mais la performance énergétique du stock constitué avant cette date n'est pas toujours connue. Donc là aussi, c'est un 1 frein pour aller, identifier et connaître les propriétaires de passoires. L'autre enjeu, c'est la connaissance des DPE, post-travaux, qui n'est pas toujours fournie ce que nous disait, c'est qu'on a mis un verbatim, mais des acteurs bancaires qui nous disaient que ce qui est suffisant pour l'État, ne vaut pas toujours pour les banques qui ont besoin d'un DPE. Donc on a certaines banques qui ont pu prendre en charge la réalisation de ce DPE, mais ça a un coût, ça a ses limites. Donc voilà, c'est un autre grand enjeu qui a été évoqué par les acteurs rencontrés. Donc là, comme je le disais, c'est vraiment une synthèse des grands éléments qui ont été travaillés, dans le cadre de cette étude qui dure maintenant depuis 2 ans. Il y a, pas mal de matière qui a été produite et qui sera valorisée. On a un webinaire qui est envisagé pour 2026, donc avec l'Adréal et les agences de la région. Et un dernier point, pour finir, qui est, le lien avec le volet observation de l'étude. Je l'ai mentionné au tout début. L'étude avait 3 volets. Donc et notamment un volet observation et repérage des passoires thermiques. Donc là, les 4 agences de la région, ont travaillé à une méthodologie de simulation, des passoires thermiques. Donc là aussi, on vient, sur la même méthode que les données de la BDNB, simuler les DPE, pour avoir une vision exhaustive du parc. La différence avec les données de la BDNB, c'est que ces données, sont disponibles, jusqu'à la commune, alors qu'avec la BDNB, on peut aller un peu plus finement. Mais ça donne une première entrée et des premières données à l'échelle régionale, sur, déjà le volume de logements, F et G, leurs caractéristiques. C'est assez détaillé avec des entrées par, type de logement, par date de construction. Voilà, il y a plusieurs, grands critères pour affiner la connaissance de ces passoires et avec l'objectif de fournir de premiers éléments de connaissance pour l'ensemble de la région, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est des données qui sont en libre accès. J'ai remis le lien, de toute façon, vous aurez accès au support, donc vous pourrez y accéder, librement et aller, observer, un peu plus finement les résultats, donc à l'échelle des communes et des EPCI. Voilà, il y a c'est mis à jour, régulièrement. Là, il y a une mise à jour qui vient d'être faite avec les données, 2025. Donc l'objectif, c'est de la mettre à jour, annuellement. Très bien, merci Annelise pour cette présentation du volet des réflexions sur la question du financement et notamment l'implication du secteur bancaire. Est-ce qu'il y a des souhaits de réaction ou d'échanges ou des compléments ou des questions? Même des retours d'expérience, on est preneur aussi. Oui, peut-être de la part des acteurs qui sont aux côtés des ménages. Est-ce qu'à un moment donné, effectivement, vous constatez des difficultés par rapport aux questions de reste à charge, aux questions de préfinancement des aides ou financement des petites copropriétés, par exemple? Ouais, Voilà, n'hésitez pas. Oui, Gaël Bogoto de merci. l'ALEC encore. Oui. Hem, je peux que appuyer le message sur le préfinancement, le sujet du préfinancement des aides, aux copropriétés puisque, aujourd'hui les aides MaPrimeRénov', elles sont, pour les copropriétés, elles sont assez importantes. Hem, mais la grosse problématique et en particulier pour les ménages modestes et très modestes, c'est l'avance de ces subventions-là, puisque comme toutes ces aides sont payées à la fin des travaux, ça leur demande un gros effort financier et heu et ça reste, une grosse problématique pour le vote. Bien, merci pour Mais c'est votre, juste un témoignage, j'ai pas ouais. de pour l'instant, il y a pas de solution, quoi. À part Oui. des prêts avance de subvention
ou d'autres partenariats qui ont pu être mis en place avec des organismes de préfinancement, mais qui sont pas forcément stables dans le temps et quand ils s'arrêtent, ça peut être assez catastrophique. Très bien, merci. Il y a 2 autres, interventions, je ne sais pas dans quel ordre, mais on commence par Laurent Rodet peut-être? Donc Solia, il me semble? Laurent Roudet, Solia, je suis responsable de l'accompagnement technique, donc c'est moi qui pilote les techniciens qui font les diagnostics et notamment évaluation énergétique et audit chez les particuliers. Donc, j'étais pour effectivement appuyer les propos que vous avez faits là, notamment sur le financement, ce que disait Gaël Bogoto, c'est important. Aujourd'hui, c'est la principale, je dirais, c'est le principal frein. On a sur ces dernières années fait augmenter le niveau d'ambition de la rénovation au niveau des logements, y compris dans les critères des services de l'État. Donc forcément, aujourd'hui, on engage des volumes d'argent de plus en plus importants dans la rénovation des logements. Et aujourd'hui, les aides ne suffisent plus effectivement à faire des rénovations d'ampleur et ne suffisent pas. Donc aujourd'hui, le préfinancement et l'accompagnement dans le financement, il est primordial. Donc je pense que le fait que les diverses banques puissent s'en saisir me paraît assez important pour venir effectivement appuyer les aides de l'État, hein, qui sont déjà conséquentes, mais qui ne seront pas plus qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc il ne faudra pas compter effectivement sur l'État pour abonder encore plus qu'il ne le fait aujourd'hui, c'est déjà assez important. Mais cette partie de financement, elle est là, et je voudrais aussi revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur la mobilisation des artisans et des entreprises. Aujourd'hui, ils sont assez déstabilisés, hein. Moi, je les fréquente beaucoup auprès surtout de la CAPEB, mais il y a la FFB aussi. Et aujourd'hui, effectivement, ils sont plutôt en attente parce qu'ils ont des besoins de visibilité eux aussi. Et aujourd'hui, les stop and go des aides de l'État ne les aident pas à s'engager. Et on l'a vu sur ces derniers mois, là, sur des gros projets de rénovation où les entreprises ont fait la banque pendant des mois pour des problématiques d'engagement de dossier, de paiement des aides de la part des services de l'État. Et donc aujourd'hui, les artisans, ils sont plutôt frileux. Donc même s'ils étaient sur une bonne dynamique là, depuis 2021, c'est en train de freiner là, des cas de fer du côté des artisans. Et c'est dommage parce que c'est vraiment le tissu économique local et proche des ménages qui devraient être mobilisés dans le cadre de la rénovation énergétique. Ce n'est pas un problème de formation chez eux parce qu'ils sont plutôt bien formés et c'est un sujet qui les intéresse et ils se spécialisent de plus en plus, mais c'est vraiment une visibilité de l'action publique qui les freine aujourd'hui. Merci bien Laurent pour ce témoignage. Il y a une autre personne qui a posé qui souhaite intervenir, donc c'est Yann. Oui, bonjour, je suis Yann Capron de la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc. Donc, on est situé vers Megève. Nous, on a des problématiques qui sont quand même très, très particulières. Mais on a quand même quelque chose qui revient très souvent, c'est quand même des personnes qui peuvent être en catégorie de revenus très aisés, mais qui en fait, juste avec l'achat d'un appartement, se retrouvent à ne plus pouvoir du tout faire de travaux et du coup à devoir demander des financements pour de l'autorénovation. C'est-à-dire, sans passer par des artisans pour, diminuer au maximum, les coûts. Et en fait, on a, ce problème-là qui est réel parce qu'on a très peu de gens en catégorie très modeste sur notre territoire et on a, les banques en fait qui sont absolument pas coopératives sur notre secteur, qui sont même déjà pas du tout au courant des aides nationales. Donc en plus, c'est des gens qui passent à travers, ces aides nationales, mais qui du coup en plus n'ont pas d'aide, par les banques. Donc c'est des situations très particulières, mais sur notre territoire, en tout cas, c'est vraiment très commun, quoi. Et donc on est un peu coincé dans ces cas de figure-là. Voilà, c'était juste pour apporter ce témoignage, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et est-ce que vous avez des questions sur l'immobilier touristique? J'en profite peut-être parce que vous êtes dans un secteur de montagne. Est-ce que vous avez des questionnements par rapport à l'obligation qui va bientôt peser aussi sur la rénovation des meublés touristiques? Ou est-ce que les gens dans votre territoire se questionnent là-dessus quand ils sont propriétaires de ce type de meublé? Je ne sais pas si la question m'est adressée? Oui, enfin, Oui? par exemple. Bon, eh bah, nous, pour le coup, enfin, on voit que c'est pas du tout à l'ordre du jour, que
En fait, tant qu'il y a de la demande, locative, même les agences, en fait, ne cherchent pas, du tout à ce que les choses, changent non plus. En fait, chacun tire un peu son épingle du jeu et il n'y a pas du tout de dynamique de ce côté-là. Eh bien, merci. Mais c'est vrai que ça va être un sujet, aussi dans les montagnes, iséroises. Est-ce qu'il y a d'autres, demandes d'intervention? Madame, Nathalie Ruffier. Oui, bonjour. J'ai fait une enquête sur justement l'immobilier de montagne qui va Ah, est-ce sortir que vous bientôt. pouvez vous présenter, Oui, Nathalie, s'il vous Nathalie plaît? Ruquier, pardon. Je suis journaliste et je travaille pour le supplément immobilier du Dauphiné Libéré. Je sors justement d'une petite enquête, juste mesure, on va dire, sur l'immobilier de montagne en Sud-Isère. Et l'une des agences immobilières que j'ai interrogées, notamment dans l'Oisans, m'a dit justement sur cet aspect, est-ce que les gens font attention au DPE ou pas? La personne m'a dit, tout le monde s'en fout. Voilà, pour résumer. Donc, en fait, effectivement, quand il y a pression immobilière et peu de biens et que la majorité des biens sont dans cet état-là, pour l'instant, ça n'a pas d'impact, me dit-elle. Voilà. C'était juste un témoignage, un retour d'interview, on va dire. Voilà. Très bien, oui, merci, c'est éclairant, hein. C'est vrai que du coup, ça veut dire qu'il y a peut-être un peu de pédagogie à faire ou de sensibilisation, effectivement, sur cette prochaine étape, en montagne, hein. Donc nous, on essaye de mettre, dans nos outils, de connaissances, on produit des fiches, hein, sur le marché immobilier touristique. On essaie d'introduire cette notion des passoires, pour être un petit peu en avance, mais on voit qu'effectivement, ils ont encore un peu le temps, mais ça peut être quand même demain, peut-être un élément clivant sur le marché immobilier de ces stations, hein, qui se portent très, très bien, effectivement, quand on est sur les stations de haute altitude et la localisation, prime, effectivement, sur la question de la qualité du bien, en tout cas, de la qualité thermique. Et cela n'a d'ailleurs pas forcément d'impact sur le prix des biens dans la transaction. C'est-à-dire qu'en fait, comme il y a peu d'offres et beaucoup de demandes, les prix restent hauts. Yann Capron a la main de nouveau levée. Je ne sais pas si vous souhaitez Oui, réintervenir? oui, c'était, tout à fait, c'était pour, dire que nous, on a peut-être un moyen d'action qu'on essaie, en fait, d'appuyer pour, justement rénover, ces logements, enfin, ces grosses passoires thermiques, principalement en copropriété, en très grosse copropriété. Nous, le levier d'action local, donc on est sur une vallée qui est quand même extrêmement polluée, sur la vallée de l'Arve, et en fait, on a un levier d'action, que peut-être d'autres territoires ont, mais c'est la qualité de l'air et en fait, ça reste quand même un moyen qui sensibilise, les propriétaires puisque c'est quand même un argument de location, de dire si vous êtes sur un territoire très pollué, bah, c'est quand même beaucoup moins vendeur. Voilà, donc nous, on a ce levier-là uniquement, en fait, pour faire, réagir les gens. Mmh. Très bien, merci pour votre témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres, témoignages, d'autres interrogations, par rapport à ce qu'on a présenté ou par rapport à la question du financement ou du marché des passoires? Bah, écoutez, j'espère que ça veut dire que ce qu'on a présenté est limpide et clair et complet, je sais pas, mais c'est un sujet qui est, comme je le disais tout à l'heure, qui est encore, largement exploratoire, hein, donc il y a vraiment, de quoi travailler, sur la connaissance, mais aussi, sur les leviers d'action, hein, et donc aussi travailler en collectif probablement. Donc, voilà, nous, on est ouvert à toute forme de partenariat qui nous permet d'avancer sur ce sujet parce qu'on est convaincu que c'est quand même un vrai sujet, avec celui du vieillissement aussi, dans les territoires pour les années, à venir et qu'on est sur des volumes quand même, assez conséquents qui méritent vraiment qu'on ait un baromètre, de ce qu'on fait, puisque d'ores et déjà, on paraît un peu en retard quand même collectivement sur les objectifs, qu'il faudrait atteindre en la matière. Donc un grand merci pour votre participation, pour les interventions de ceux qui sont intervenus. Peut-être pour la suite, simplement vous dire que, alors on va actualiser, hein, les données sur les passoires. Donc on verra sur quel format on les transmet, donc dans le courant de l'année, pour la prise en compte, donc du nouveau mode de calcul sur les énergies, fossiles et sur l'électrique, puisqu'effectivement l'électrique aujourd'hui est valorisé dans le calcul du DPE
et les énergies fossiles sont plus pénalisées, ce qui modifie un certain nombre de DPE et fait sortir donc un certain nombre de passeurs du parc, comme vous l'a dit Annelise. Une autre suite aussi, c'est probablement de s'intéresser à la question des bouilloires thermiques, hein. Donc c'est un sujet quand même important, notamment dans la cuvette grenobloise, mais pas que, avec la multiplication des canicules, hein. Donc les gens qui souffrent effectivement du fait que la température ne descend pas en été, la nuit notamment dans leur logement. Et donc c'est un peu aussi un élément qui nous avait fait choisir la base de données du CSTB, puisqu'effectivement elle intègre un indicateur, sur ce sujet. Donc on va continuer à réfléchir à explorer cet indicateur et voir, probablement, à sortir une publication sur ce sujet. Voilà, et voir en quoi les passoires et les bouilloires éventuellement se recoupent, mais peut-être que partiellement. Voilà, et bien, écoutez, en tout cas, on reste à votre disposition. J'espère que vous avez pu télécharger les documents. J'ai cru apercevoir dans le chat qu'il y avait quelques questions par rapport, au téléchargement. J'espère que c'est réglé. Sinon, n'hésitez pas à nous adresser un mail directement si vous avez des problèmes, pour les télécharger. Bien entendu, on vous enverra ces publications. Voilà, et bien, écoutez, s'il n'y a pas de regret, il me reste que, à clôturer ce webinaire. Je vous remercie pour votre attention et je remercie aussi les collègues de l'agence, qui ont contribué à ces études et à ces présentations. Et Merci à vous. merci. Bonne fin de journée. Au revoir.